Bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde sur le GIP Café Culture. Je vous rappelle que cette table ronde est organisée par Demain dès l'Aube avec le soutien de la région et du département et que ça s'inscrit dans le cadre des universités itinérantes des musiques actuelles. Alors vous voyez, c'est un petit peu, on s'est adapté à la situation pour faire au mieux. Nous sommes 3 sur place, donc Léa Bresson pour Demain dès l'Aube, Muriel Sanchez-Aligné pour le restaurant La Beuradou, et nous avons 2 personnes qui seront en visio, Samia Djitli, qui est la directrice nationale du GIP, et puis Fabrice Richard, qui est le référent à la région Occitanie. Donc, ce que nous allons faire, vous pourrez poser vos questions tout au long de cette table ronde via le système de chat qui apparaît en bas à droite sur votre écran. Donc, je regarderai les questions et les relayerai auprès des intervenants. On va procéder en fait en 4 parties. Au début, Léa Bresson va présenter le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'organisation de concerts dans des cafés et des restaurants. Ensuite, Samia Djitli présentera le GIP et Fabrice Richard nous donnera son point de vue en tant que représentant d'une collectivité. Et enfin, Muriel témoignera, puisqu'elle est utilisatrice du GIP, de son fonctionnement et comment tout ça se passe. Et ensuite, nous aurons un système de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Léa Bresson pour la réglementation, la présentation de la réglementation pour l'organisation des concerts. Oui, bonjour et merci Philippe pour cette introduction. Donc, je vais vous proposer un petit tour d'horizon sur la réglementation concernant l'organisation de concerts. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Comme ça, hop. Alors, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce que vous, restaurateurs, cafetiers ou collectivités, vous souhaitez organiser un concert. Donc, organiser un concert, oui, mais de quel type? Je vous invite donc déjà à vous poser plusieurs questions avant de commencer à réfléchir à tout ça, c'est-à-dire définir votre public cible, à savoir, est-ce que vous voulez vous adresser aux familles, à des jeunes, des seniors, à un public très sélectif en matière de musique, à des locaux ou à des touristes. Cela vous permettra donc de définir à quelle clientèle vous souhaitez vous adresser. Par exemple, si vous souhaitez viser les grands groupes, les tables de 10, il conviendra sûrement de proposer un événement plutôt festif qu'un cadre intimiste. Ensuite, je vous invite à vous poser la question de votre objectif de fréquentation qui vous permettra donc de savoir si vous devez vous adresser à un groupe plus ou moins connu et adapter votre campagne de communication. Une question aussi, c'est celle du budget artistique. Quelle somme maximale vous souhaitez mettre dans la rémunération des artistes et des frais annexes? Et enfin, si vous souhaitez proposer une billetterie ou non pour votre événement. Alors, une fois toutes ces questions posées, vous pouvez choisir le groupe de musique que vous voulez programmer, donc en fonction du style musical ou de sa notoriété. Je vous invite donc à prêter l'oreille aux groupes locaux qui tournent autour de vous, à vous appuyer sur les radios locales ou faire appel même à un programmateur extérieur. Pardon. Une fois ces questions-là, donc, on peut passer à la réglementation et à la question de la licence d'entrepreneur du spectacle. Alors, la licence, c'est une autorisation délivrée par la DRAC et son obtention a été facilitée depuis 2019 avec la mise en place d'un système déclaratif. Elle permet de veiller au respect du droit du travail, de la législation en matière de propriété intellectuelle ou de la sécurité des lieux. Alors, la licence est obligatoire à partir de la 7e représentation de spectacle vivant. Et donc, si vous souhaitez proposer plus de 6 événements par an, vous devrez
faire une demande sur le site mesdémarches.gouv.fr. Cette demande peut être faite par une personne physique ou une personne morale. Et une fois la demande faite et complète, un récépissé valant licence vous sera délivré et donc vous serez dans les règles pour 5 ans. Donc, je tiens à préciser que le numéro de licence doit être apposé sur tous les supports de communication et la billetterie. Et qu'en cas de manquement, donc en cas de manquement en termes d'information ou même en termes de manquement de licence, des sanctions administratives peuvent être prononcées. D'autres questions concernant la réglementation peuvent se poser, comme la fermeture tardive. Donc, si vous souhaitez fermer votre lieu un peu plus tard que d'habitude, vous devez en faire la demande auprès de la mairie dans la limite de 12 par an. Et si c'est une demande permanente, ça sera auprès de la préfecture. Enfin, sur l'assurance, donc je vous invite à vous adresser à votre assureur habituel pour savoir si ce type d'événement est couvert. Sinon, vous pourrez prendre soit une responsabilité civile organisateur pour couvrir les dommages subis par les tiers, soit une assurance multirisque pour les biens. En plus de ça, on pourra également vous proposer une assurance annulation pour garantir les frais engagés en cas d'annulation pour cas de force majeure ou d'indisponibilité des personnes. Un petit point sur la prévention, donc toujours avoir la liste des numéros de secours et une trousse à disposition, un service de sécurité à partir de 100 personnes et une attention particulière portée aux nuisances sonores car toute autorisation de tenue de concert ne vaut pas la possibilité d'importuner le voisinage pour excès sonore. Donc attention aux décibels, il faut vraiment en prendre considération, enfin en prendre conscience. Bon, une fois toutes ces petites questions réglementaires, vous allez accueillir un groupe. Et donc accueillir un groupe, c'est aussi se poser la question de la rémunération. En cas de formation amateur, vous n'êtes pas obligé de rémunérer les artistes amateurs, c'est-à-dire des artistes qui pratiquent à titre non professionnel. Mais attention, si ça se fait dans le cadre lucratif, il faudra quand même les rémunérer au minimum conventionnel. Sinon, il y a deux façons de rémunérer les artistes. Le contrat de session. Alors là, c'est que vous achetez un concert à un producteur comme à n'importe quel fournisseur. Une facture vous sera émise et vous la payerez. Et la déclaration de la rémunération des artistes se fera par le producteur. Et deuxième cas de figure qui certainement sera le vôtre, c'est l'embauche en direct. L'embauche en direct, il vous faudra donc passer par le GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel, qui est obligatoire pour tout entrepreneur occasionnel de spectacle, donc à moins de 6 représentations par an, ou pour tout entrepreneur de spectacle dont l'activité principale n'est pas le spectacle. Et donc là, ça s'adresse aux collectivités, bars et restaurants qui font plus de 6 représentations par an. Le GUSO, c'est un système assez simple en ligne qui prend en charge l'ensemble des formalités administratives, contrats, déclarations de cotisation sociale et fiches de paye. Et donc, vous n'aurez plus qu'à payer le net aux artistes et le montant des cotisations au GUSO dans les 15 jours suivant la date de représentation. Quand on accueille un groupe, pardon, mon masque, quand on accueille un groupe, il y a des petites choses à prévoir en plus, donc une loge, bien sûr, la question du repas et du catering. Donc le catering, c'est le petit grignotage pendant toute la présence du groupe. Il y a aussi les contraintes techniques, c'est-à-dire que chaque groupe a une fiche technique qui explique ses besoins ou non en son et lumière. Et donc, c'est à vous d'en prendre connaissance et d'en discuter avec eux. Enfin, les frais de déplacement qui sont aussi à prendre en charge en fonction de vos négociations. Je vous invite donc vivement à établir un planning d'arrivée avec le groupe qui comprendra également les besoins de temps en termes de balance, qui sont les essais techniques sur place. Petit point sur le droit d'auteur, parce que sur le même principe que la rémunération d'un prestataire,
vous devez rémunérer les auteurs et les compositeurs auprès de la SACEM. Alors, vous pouvez faire une demande en ligne ou auprès de la délégation régionale. Vous pouvez opter soit pour une déclaration au forfait ou au réel. Dans ce cas-là, il faudra donner un budget à la SACEM à la fin de la représentation. Et je vous invite à vivement anticiper votre demande puisqu'une réduction de 20% vous sera proposée. Dans les 10 jours après le concert, il faudra transmettre le programme des œuvres à la SACEM. C'est un petit feuillet jaune qui est souvent délivré par les groupes. Sinon, le montant de vos droits d'auteur versés iront dans le pot commun et n'iront pas directement aux artistes concernés. Enfin, dernier point, maintenant que vous avez le groupe, la date, il faudra donc communiquer sur votre événement. Donc, vous pouvez proposer un univers graphique avec une campagne d'affichage et commencer à faire parler votre événement par les agendas locaux, en ligne, les radios locales ou les réseaux sociaux. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur la réglementation. Bien sûr, pour tous vos projets d'événements, Demain des Lobes peut vous accompagner et vous apporter plus de réponses en fonction de vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci Léa pour ce tour d'horizon de la réglementation lorsqu'on organise des concerts. Après, on est quand même concerné au premier chef par les restaurants et les cafés. Et je vais passer la parole tout de suite à Samia Djitli pour expliquer le système du GIP. Mais le système du GIP suppose que vous passez par le GUSO. Donc, par exemple, il n'y a pas de contrat de cession. C'est que vous êtes employeur, vous passez par le GUSO. Et jusqu'à 6 représentations, c'est très simple. Et ensuite, il faut demander la licence d'entrepreneur de spectacle, comme l'a dit Léa. Et je vais laisser donc Samia Djitli vous présenter le dispositif du GIP. Je me permets d'intervenir pour demander à Samia de rallumer son micro. Merci. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous, donc je suis Samia Djitli, directrice du GIP Café Culture. J'étais en train d'expliquer ce que voulait dire GIP, c'est un acronyme qui veut dire Groupement d'intérêt public. Et ce dispositif est né en 2015, initié par le ministère de la Culture, des organisations professionnelles, syndicats de salariés et de syndicats d'employeurs et de quelques collectivités territoriales. Est-ce que vous voyez vous me dites si vous voyez le PowerPoint? Tout à fait. Donc, depuis 2015, ce dispositif qui gère un fonds d'aide à l'emploi artistique en direction des cafés, bars, restaurants, abondé par les collectivités territoriales qui adhèrent à ce fonds d'aide. Donc, tous les fonds proviennent de l'adhésion des collectivités territoriales et de l'État. Et évidemment, ces collectivités, ces fonds sont fléchés par territoire adhérent. Hein, donc, avec le financement, l'adhésion de la région Occitanie, on ne va pas financer les bars qui sont dans le Grand Est. Donc, tout ça est très fléché. Donc, pour expliquer comment ça marche. Donc, dès lors, pour reprendre un peu ce qu'expliquait Léa tout à l'heure, notre partenaire principal, c'est le GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel. Donc, dès lors qu'un établissement souhaite faire organiser un spectacle,
il doit obligatoirement passer par le GUSO pour pouvoir demander un financement chez nous. Puisque contrairement, enfin, Léa vous parlait de trois types de contrats. Nous, on ne fonctionne que sur les contrats d'engagement. Donc, à partir du moment où il y a engagement direct, et donc le café, bar, restaurant et l'employeur, les artistes qui l'accueillent dans son établissement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut être adhérent, affilié au GUSO. 2, il faut relever de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants, être détenteur d'une licence de débit de boisson ou de restaurant et disposer d'une jauge inférieure à 200 places, ce qu'on appelle, qui est donc justifié par une attestation d'ERP qui est catégorisée par type N. Donc, en l'occurrence, on travaille que sur les types N et les catégories 5. Le chiffre 5 correspond à la jauge. Donc là, en l'occurrence, le chiffre correspond à la jauge. Nous, c'est 5 et donc c'est moins de 200 places. Et la lettre correspond à l'activité principale de l'établissement. Donc, en l'occurrence, les N, ça recouvre tous les cafés et restaurants. Les hôtels, c'est O, puisqu'on a une possibilité de faire évoluer, d'accepter des demandes des hôtels et des petits hébergements, mais à la condition que leur ERP soit sous les 2 types N et O et qu'ils aient bien une jauge de moins de 200 places. Je vais essayer d'aller… alors, excusez-moi, donc on est là. Donc, en fait, une fois que le bénéficiaire, le bar doit venir faire sa demande sur notre plateforme, sur notre site Internet. Donc là, je vais passer à comment on fait sa demande. Donc là, vous êtes sur le site Internet du GIP. Vous allez à l'espace bénéficiaire, vous remplissez vous créez un compte. Donc, pour créer un compte, j'espère que on voit bien, créer un compte, dans un premier temps, va consister à mettre le nom de l'établissement et surtout d'avoir son numéro de GUSO. En fait, on ne peut pas créer de compte si on n'a pas de numéro de GUSO. Je vous montrerai derrière, je vais vous montrer comment on va sur le site du GUSO. Donc ça, c'est la deuxième étape. On se crée un compte, on crée un espace personnel. Ce compte, une fois qu'il aura été créé, nous, il arrive dans notre back-office et on vérifie si vous êtes éligible au dispositif. On va partir du principe que vous êtes tous éligibles, mais en fait, si vous n'êtes pas éligible, on revient vers vous pour vous demander des informations un petit peu plus précises ou des documents qui pourraient justifier votre éligibilité. Donc, on ne dit pas drastiquement comme ça, vous n'êtes pas éligible. On revient vers vous pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, une fois que vous êtes éligible, là, on arrive à la troisième étape. Vous pouvez effectuer une demande sur le site. Donc, pour cela, il faut que vous rémunériez un minimum de 105,53 € brut chaque artiste que vous allez accueillir. Et l'aide se calcule sur la masse salariale, donc sur le coût total employeur de ces 105,53 €. Donc, je vais repartir un tout petit peu en arrière pour vous montrer le barème. Voilà. Donc, puisqu'on a un système de barème qui est une des aides croissantes. Donc, plus il y a d'artistes déclarés pour le jour du spectacle, plus l'aide est importante. Donc, sur la base d'un salarié déclaré, sur la base de ces 105,53 € jusqu'au 30 juin 2021, puisque là, il y a une petite erreur, jusqu'au 30 juin 2021, le bar peut obtenir 62,25 € pour cet artiste. Et plus il en accueille le jour du spectacle, plus l'aide peut être importante. Donc, contrairement à ce qu'on a souvent en tête, c'est on pense qu'on prend en charge les cotisations. Non, c'est vraiment une aide à l'emploi, puisque à partir d'un certain moment, on aide directement l'emploi. Donc, je reviens sur la troisième étape pour effectuer la demande. Donc, pour effectuer une demande,
une fois que votre compte a été créé, que vous avez été validé, vous faites une demande toujours sur votre compte. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir qui s'appelle Nouvelle demande. Et c'est assez simple, en fait. Vous mettez le nom, la date du spectacle, le nom du spectacle s'il y en a un, et le nom et prénom de chaque artiste que vous avez déclaré et que vous allez accueillir le jour de votre spectacle. Vous envoyez, et à partir de ce moment-là, pour vous, c'est terminé, puisque c'est nous qui allons après comment dirais-je, vers le GUSO pour vérifier que vous êtes à jour de vos cotisations sociales. Et à ce moment-là, on valide le paiement et on vous envoie un virement directement et vous serez signifié de ce virement par un mail, tout simplement. Ensuite, pour continuer sur le site, ici, vous avez dans votre compte, quand votre demande est en attente, donc vos demandes, elles sont répertoriées sur votre compte, votre demande en attente, il y a un état qui s'appelle en attente et puis un autre payé et un autre refusé si jamais vous étiez refusé. Mais vous n'êtes jamais refusé sans nous avoir eu au téléphone en général. Donc, après, on va sur la partie GUSO, peut-être. Alors peut-être que ça c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu difficilement lisible, mais le GUSO c'est ça ressemble à ça en fait. Vous allez avoir une déclaration unique simplifiée qui vous permettra de générer le contrat de travail de vos salariés artistes et techniciens et qui vous permettra à l'issue de payer vos cotisations sociales évidemment. Donc je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail parce que j'aimerais bien plutôt avoir qu'on soit sur un jeu de questions-réponses. Donc, je vous ai expliqué comment a été financé déjà le fonds d'aide et rapidement, ça c'est la petite cartographie du fonctionnement et tous ces documents vont pouvoir être à votre disposition. Évidemment, on pourra vous les envoyer. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire pour une présentation rapide du dispositif. Voilà. Alors, et puis j'attends vos questions pour pouvoir rentrer dans un jeu de questions-réponses parce que c'est en général comme ça que ça marche le mieux, en fait. Oui, alors merci beaucoup, Samia. Alors, il y a déjà quelques questions qui arrivent, mais je ne sais pas si vous préférez qu'on pose directement les questions maintenant ou qu'on groupe les questions après. Pardon. Ah, ça, c'est à votre alors, une question là. Oui, on peut peut-être commencer, comme ça va aussi détendre les gens qui se posent des questions et qui peut-être se demandent comment les poser, etc. Donc, on va faire ça c'est très pragmatique les questions là. Hein. C'est par exemple, est-ce que ça marche aussi pour les techniciens? Un groupe arrive, ils sont 3 musiciens, un technicien. Est-ce que la prise en charge éventuelle peut se faire aussi pour le technicien? Oui, à partir de 2 artistes déclarés, on peut déclarer un technicien. Mais c'est un technicien sur l'ensemble des artistes. Hein. D'accord. Soyez 2, 6 ou 10, c'est un technicien possible. D'accord. Là, j'avais également une question sur le type qu'est-ce qui est considéré comme une représentation. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui est plasticien qui dit si je fais une exposition de peinture dans un restaurant, par exemple, est-ce que je suis concerné par ce dispositif ou pas du tout? Ça ne concerne que le spectacle vivant. Non, ça ne concerne uniquement que le spectacle vivant. Ça me permet de préciser que ça n'est pas que la musique, c'est tout le spectacle vivant, c'est tous les artistes du spectacle vivant. C'est-à-dire comédiens, danseurs, magiciens, prestidigitateurs, que sais-je, dès lors que ça répond que ça correspond à l'annexe 8.10 de l'intermittence. Donc voilà. Donc c'est effectivement tout le spectacle vivant, malheureusement pas du tout sur les arts plastiques. Alors justement, ça permet juste de recadrer là. Je suis restaurateur ou cafetier. En fait, je m'affilie d'abord au GUSO.
ce qui veut dire que je vais employer, salarier des musiciens par le GUSO. Je vais ensuite sur le site du GIP pour demander si une prise en charge peut être, enfin pour m'affilier déjà, et pour demander ensuite si une prise en charge peut être faite. Alors, il y a une question également qui est arrivée. Quand on fait la demande au GIP, est-ce qu'on peut faire la demande, je sais pas, je suis restaurateur, je prévois mon calendrier d'animation de l'été, par exemple, à l'avance. Donc, est-ce que je peux faire la demande sur toutes les animations de l'été et avoir une réponse suffisamment en amont qui me permette d'éventuellement changer mes décisions, parce que ça peut changer quand même comment dire, ma programmation, savoir s'il y a une prise en charge ou pas. Il y a Julien Franchuli qui demande aussi. Alors, il n'y a pas de… Ça, c'est la seule chose que nous faisons, c'est la possibilité aux établissements de pouvoir faire une demande un mois avant la date du spectacle, de date à date. Parce que vous avez bien compris que ce qui va conditionner le financement de cette date, ça va être le GUSO et le fait que l'établissement ait bien payé ses cotisations sociales au GUSO. Le fait de faire un mois de date à date, ça va permettre aux établissements d'avoir l'assurance d'avoir un financement, sous réserve d'être à jour de ses cotisations sociales. Voilà, ça c'est ce qui permet. Par contre, le principe de ce dispositif, vous avez bien compris que nous avons des budgets, des crédits qui nous sont alloués par des collectivités territoriales, ce qui fait que certaines fois, il peut arriver que on manque de crédit et qu'on puisse pas financer l'intégralité des demandes, surtout quand on arrive en fin d'année. Donc, c'est pour ça que certaines collectivités territoriales, et je vais laisser après la parole à Fabrice Richard là-dessus, ont souhaité mettre un système de répartition et de plafonnement des budgets alloués par bar, notamment en Occitanie, c'est le cas. Mais quand il n'y a pas ces obligations de la part de la collectivité territoriale, c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, effectivement, la question sur on a une programmation pendant toute la période estivale, par exemple, est-ce qu'on peut être sûr de bénéficier du GIP? La réponse est va être une réponse un peu normande. Take back oui, take back non. Voilà. Je ne peux pas dire. C'est non. Voilà, c'est comme ça. Pêle-mêle, avant de passer à Fabrice Richard, parce que je pense qu'il y a des questions justement sur le territoire liées au fonctionnement. Il y a juste 2-3 petites questions rapides. Le délai de paiement de cette aide, c'est-à-dire le restaurateur paye le GUSO, dans la mesure où ça a été pris en charge, ils sont remboursés de cette partie de la masse salariale. Dans quel délai? Alors, si on a un spectacle ce soir, le restaurateur a fait sa déclaration ce soir au GUSO, a payé ses cotisations ce soir au GUSO, il est réglé après-demain. En fait, le règlement est conditionné à la date, au temps que va mettre le restaurateur, l'établissement à payer ses cotisations sociales. Voilà. Ça, c'est clair. Okay. En ce moment, donc, 48 heures après le règlement des cotisations sociales. Pardon? Donc, 48 heures après le règlement des cotisations près du GUSO. Ouais, c'est le maximum, en fait. Ça va très vite. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai. Autre question ponctuelle, un camping qui a moins de 200 places et a un service de restauration. Est-ce qu'il peut bénéficier du système ou pas? Non, a priori non, puisque vous avez bien compris, ou j'ai peut-être été un peu trop vite dans la présentation des établissements, des critères d'éligibilité, et un camping, un des critères, c'est les ERP, donc établissements recevant du public, et nous, on est sur des nomenclatures de type N, catégorie 5, ce que ne peut jamais être un camping. Donc, pour l'instant, le dispositif n'est pas ouvert au camping.
Et les campings ne sont pas non plus dans les nomenclatures administratives en termes d'activité principale, ne relèvent pas non plus de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants. Oui, mais même si Alors, ils on sont dispose d'une licence de restauration. Pardon? C'est-à-dire, ils ne sont pas pris en charge, même s'ils disposent d'une licence de restaurant. Non, c'est l'ERP ne leur permettra pas. Les campings ne sont pas en ERP N5. Pour l'instant. J'ai encore quelques questions, mais on y reviendra plus tard pour passer à l'aspect plus territorial de la question. Et donc, nous allons passer la parole à Fabrice Richard. À vous, Fabrice. Pour vous apporter quelques précisions un peu pour, disons, contextualiser un peu les choses par rapport à la région Occitanie. Donc nous, la région est adhérente au GIP Café-Culture depuis juillet 2018. Et donc, ce qui a particulièrement intéressé l'institution que je représente aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir contribuer à un fonds d'aide à l'emploi artistique, puisque voilà, en accompagnant les bars, les restaurants dans cette démarche de déclarer l'emploi culturel et de faire les choses dans le respect de la réglementation en vigueur, ben effectivement, on soutient l'emploi culturel. Donc nous, en fait, ce qui a été décidé par la région, c'est une enveloppe annuelle de 50 000 € qui est allouée depuis l'année 2018. Donc là, on rentre dans on est dans la 4e année, on va dire, d'adhésion de la région Occitanie à ce dispositif. Donc, on n'est pas la seule collectivité adhérente sur le territoire régional. À nos côtés, on a également 2 départements, la Haute-Garonne et le Gers. Et on a également une communauté d'agglomération, le Grand Narbonne, et une municipalité, la ville de Toulouse. Sachant que cette liste des collectivités adhérentes, ben voilà, elle évolue avec le temps, puisque dans voilà, vient qui veut, le GIP est en permanente évolution et du coup se développe aussi en termes de nombre d'adhérents. Donc voilà, sur le financement, le mécanisme, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, le grand principe, c'est ce qu'on appelle la territorialisation équitable. Donc en gros, si sur votre territoire, vous avez 3 adhérents, par exemple, moi je sais pas, donc les crédits d'État, la région, et puis le bar en question, il est à Narbonne, donc il y a aussi l'agglo du Grand Narbonne, ben, la part GIP, elle va être prise en 3/4 sur l'enveloppe État, l'enveloppe région et l'enveloppe Grand Narbonne, tant que effectivement ces enveloppes sont pas épuisées. Donc ça, c'est un peu pour aussi plaider pour le fait que c'est important que la famille GIP s'agrandisse et qu'il y ait le maximum de collectivités adhérentes, tout simplement parce que ça permet d'avoir une enveloppe plus importante pour continuer d'accompagner des projets et des représentations dans les bars et les restaurants du territoire. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qui est importante à avoir en tête, notamment si vous voulez vous faire les héros de cette adhésion au GIP. Vous remarquerez que, par exemple, le département du Gard, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore adhérent, puisque là, on s'adresse essentiellement, je pense, à des gens qui sont domiciliés dans le Gard. Donc ça, c'est des choses qui sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Donc Samia a commencé à évoquer la question des finances également. Donc quand la région a adhéré, elle a effectivement défini des critères spécifiques d'attribution des crédits qui sont pris sur son enveloppe. Bon là non plus, je vais pas rentrer dans le détail, mais les principaux choix qui ont été faits, c'est de plafonner la part de l'enveloppe région allouable sur les 4 villes de plus de 100 000 habitants de son territoire. Donc, on a plafonné à 2 000 € chacune pour les 2 métropoles, Toulouse et Montpellier, par an, et à 3 000 € chacune pour les 2 villes de plus de 100 000 habitants, à savoir Nîmes et Perpignan. Donc voilà, au-delà une fois que cette partie de l'enveloppe région est consommée, eh ben, il n'y a plus rien pour les bars et les restaurants de ces territoires-là sur l'enveloppe région, en tout cas. Mais après, il y a d'autres mécanismes qui peuvent jouer.
Et aussi, on avait fait le choix au départ, en tout cas en 2018, lorsqu'on a adhéré, d'exclure les bars et restaurants situés dans des communes en bord de mer, donc des communes qui ont une façade littorale, sur les mois de juillet et août, de sorte qu'il n'y ait pas une prépondérance de ces bars-là à l'échelle de la région et qui ne captent pas une partie trop importante des financements. Après, c'est une réserve qu'on a levée en 2020. Notamment du fait de la pandémie en cours. Donc, on n'a pas voulu pénaliser les établissements du littoral. Donc, pour l'instant, ça, c'est plus d'actualité. On verra pour la suite. Donc, ce qu'on a observé, nous, côté région, c'est un mécanisme vraiment vertueux de cette adhésion au GIP qui permet véritablement de soutenir l'emploi culturel et de favoriser l'accompagnement des artistes intermittents du spectacle et lutter contre le travail dissimulé. C'est vrai que nous, depuis 2018, là, bon, les chiffres sont pas forcément super à jour, mais ils évoluent peu malheureusement du fait du contexte sanitaire. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est 372 établissements soutenus depuis qu'on a adhéré, ce qui représente 7038 salaires aidés et un versement région de un peu plus de 133 000 euros. Donc, le cachet moyen par soirée, il est autour de 300 euros. Donc, en fait, ça veut dire que globalement, sur le territoire Occitanie, la moyenne, c'est plutôt 2 salaires par représentation. Donc, ça calibre un peu les choses aussi à ce niveau-là. Et le montant moyen de l'aide allouée par concert, il est un tout petit peu inférieur à 150 euros, 143 euros exactement. Et après, souligner encore une fois, comme l'a dit Samia, que la grande souplesse de gestion que permet le GIP et le caractère assez automatique finalement de l'instruction des demandes qui sont faites, et également la grande réactivité du GIP par rapport aux usagers, aux cafetiers, aux restaurateurs, aux hôteliers qui peuvent avoir recours à ces services. C'est vrai que c'est extrêmement rapide pour toucher à l'argent si on est éligible à une aide du GIP. Après, bon, pas rentrer plus dans le détail que ça au niveau de la région. C'est vrai qu'on arrive à toucher des établissements dans les 13 départements d'Occitanie. Après, évidemment, dans des proportions extrêmement variables. C'est vrai que des départements comme les Pyrénées-Orientales, la Lozère ou le Lot sont peut-être ceux qui émargent de moins au GIP, et on observe vraiment une grande... C'est de très loin la Haute-Garonne qui est le département le plus utilisateur, on va dire, suivi par l'Hérault et des départements comme l'Aude et le Gers qui sont également très, très bien placés. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même des aides qui ont été allouées sur les 13 départements de la région Occitanie. Donc, il y a sans doute des choses à faire, comme un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des démarches un peu de communication en direction des professionnels et des collectivités pour faire mieux connaître ce dispositif du GIP et l'intérêt de la démarche, de sorte qu'il y ait davantage de collectivités adhérentes et davantage une enveloppe d'autant plus conséquente à redistribuer sur le territoire de l'Occitanie. Mais en tout cas, c'est vraiment une expérience, quitte à me répéter, extrêmement vertueuse et un bilan très positif que l'on en tire au niveau de la région. Alors, ce que l'on peut peut-être faire, merci beaucoup Fabrice, c'est passer la parole directement à Muriel, parce que sur le territoire, voilà, c'est un cas de figure, c'est un cas d'école. Elle est sur le territoire ici du Pays de Viganais, au Reil, à côté du Vigan. Elle tient un restaurant, la Beuradou, et elle est utilisatrice du système. Donc, Muriel, je crois que la question qu'un cafetier ou un restaurateur se pose, c'est oh là là, je mets le doigt dans une usine à gaz, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est peut-être aussi leur expliquer comment ça se passe et la simplicité du mécanisme. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, pour nous, c'était notre première expérience cette année avec le Guzo. Donc, en fait, c'est vraiment très facile. Comme ils ont pu le dire, c'est clair que l'inscription au Guzo, c'est très rapide. De même que celle au JIP. Ensuite, il suffit, quand les artistes arrivent, ils ont leur numéro, de toute façon, pour les inscrire au Guzo.
Et en effet, le remboursement, parce que souvent on se dit oui, on nous dit que ça va être rapide et ça l'est pas. Et réellement, c'est 48 heures, c'est clair que vous avez payé en 48 heures, c'est sur votre compte. Donc nous, on était un peu sceptiques au départ. Et finalement, ça nous a aidé à faire venir chez nous des groupes un peu plus importants et faire travailler aussi les gens de la région, parce que c'est vrai qu'on se dit on va pas pouvoir, on a toujours la peur de la prise de risque de dépenser sans avoir la clientèle suffisante. Or là, ça nous a permis de nous faire un peu connaître, puisque nous, on a ouvert cet été avec les artistes et puis auprès des gens de la région, avec une démarche qui est relativement vraiment très simple et qui nous a permis de faire de la belle musique avec des beaux groupes. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de pouvoir adhérer et de ne pas avoir peur de l'utiliser. Merci Muriel. On va voir si après il y a des questions vraiment très pratiques de restaurateurs ou de cafetiers auxquelles tu pourras répondre. Il y a plusieurs questions concernant justement les collectivités. Alors, je m'adresse peut-être à Fabrice. Comment, concrètement, je suis, je sais pas, une mairie du territoire, je veux adhérer, comment je fais? Et est-ce qu'il y a un montant minimum, par exemple, pour adhérer, pour que ça fasse sens? Alors moi, mon conseil, c'est d'appeler Samia. Si vous êtes une collectivité et que vous voulez adhérer, voyez avec elle. Elle va tout vous expliquer très bien. Non, c'est assez simple pour une collectivité territoriale. Alors, il n'y a pas de minimum. Donc, je vais faire court là-dessus parce que c'est un peu technique. Mais en fait, quand une collectivité territoriale souhaite adhérer au GIP, nous, on a notre cadre juridique, c'est une convention constitutive du groupement d'intérêt public. Donc, la collectivité territoriale, pour adhérer, passe, donc au-delà du fait qu'il n'y ait pas de minimum, passe par une étape assez simple, qui est la délibération par la collectivité de son assemblée délibérante, dans lequel il y a trois mentions. Un, la validation de l'adhésion au groupement d'intérêt public, ça c'est une chose. Deux, le montant de la contribution, pour préciser sur une contribution égale donc les crédits qui vont abonder le fonds d'aide. Donc sur une contribution, 10% de cette contribution vont financer le fonctionnement du GIP et 90% revient sur le territoire évidemment puisque ça vient abonder le fonds. Et 3, c'est effectivement la notion de la nomination des représentants de la collectivité à nos instances et à notre gouvernance. Voilà. Et c'est vraiment, ça se fait assez rapidement. C'est très simple, en fait. Ouais, et la seule chose qu'on peut préciser aussi, c'est éventuellement s'il y a des conditions spécifiques d'attribution de l'enveloppe quand on veut adhérer. Alors peut-être c'est plus vrai quand c'est à l'échelle d'une région que quand c'est à l'échelle d'une commune où il y aura peut-être moins de conditions spécifiques d'attribution des fonds, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on doit fixer un peu ces règles-là. Absolument. Et c'est effectivement en fonction c'est l'échelle d'une collectivité en fait qui va permettre. C'est vrai que c'est plus souvent les régions, les départements qui posent le principe de plafonnement ou de répartition équitable sur son territoire. À l'échelle d'une commune, c'est un petit peu moins, surtout sur les communes de moins de 10 000 habitants, entre 20 et les moins de 20 000 habitants, il y a moins de ces questions de répartition ou de plafonnement. Voilà. Alors, on est précisément dans ce cas de figure sur le territoire ici, hein, quelles que soient en gros, les communautés de communes sont de l'ordre de 20 000 habitants et les communes, on va dire 4 000, 4 500 habitants, enfin les grandes communes, les plus grandes. Donc, la question qui se pose, j'ai plusieurs questions en ce sens, c'est, a priori, elles sont toutes soucieuses de favoriser parce que c'est favoriser l'emploi en réalité de ce dont on parle. Donc, elles sont toutes soucieuses de ça, mais comment dire, la question qu'il se pose, c'est à partir de quelle hauteur ça a du sens, de leur contribution, sachant qu'on est dans des territoires économiquement assez difficiles. Enfin bon,
on ne va pas pleurer, mais disons que voilà, est-ce que, je sais pas, je vois des chiffres qui défilent, est-ce que c'est 2000, ça a du sens? Est-ce qu'il y a un minimum pour que la contribution fasse sens sur un territoire comme le nôtre ou pas? Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord faire un petit point. Aujourd'hui, le GIP gère des crédits qui vont de 500 € à 500 000 €, en gros. Hein. Donc, on a des collectivités qui arrivent, qui sont venues sur la base des 500 € parce qu'elles font ce qu'elles peuvent. Après, sur la manière d'évaluer ce qui serait, qui pourrait correspondre à un besoin sur un territoire, ben c'est une espèce d'état des lieux, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs établissements sur un territoire, qu'il y a une régularité, on peut, avec la collectivité, moi, c'est du travail que je fais souvent avec les collectivités, on évalue le montant. Mais voilà, et il faut aussi préciser que quand une collectivité adhère au GIP, une collectivité territoriale adhère au GIP, elle a forcément un complément de la moitié de son adhésion la moitié de son adhésion est complétée par des financements du ministère de la Culture. Et en l'occurrence chez vous, c'est ce que rappelait Fabrice tout à l'heure, en l'occurrence sur la région Occitanie, ça veut dire que l'établissement va bénéficier de plusieurs types de financements et la collectivité, c'est pas parce que la collectivité va adhérer que ça va annuler les autres financements. Au contraire, ça va les additionner et les compléter. Ce qui va permettre notamment sur une collectivité à l'échelle d'une commune, forcément, de pouvoir bénéficier du financement de l'État, de la région, si son département a adhéré du département, si elle est dans une collectivité, une communauté d'agglo, de la communauté d'agglo. Donc, ça veut dire que forcément, pour les établissements de la commune en question, il va y avoir un budget beaucoup plus important alloué au bar par le fait qu'il y ait ces poupées gigognes de financement et de financement complété. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Alors, c'est parfaitement clair et je ne vois pas de questions arriver qui montreraient une incompréhension. Donc, en gros, plus une collectivité locale, même petite, abonde au fond, en fait, le montant qu'elle met va se démultiplier par l'adjonction justement des autres bailleurs de fonds, enfin d'autres contributeurs au Fonds national. C'est bien ça. D'accord. C'est ça. Attention, quand on dit Fonds national. D'accord. Alors, là, il y a des questions pêle-mêle qui arrivent. Alors, est-ce qu'une performance artistique peut être prise en compte? Donc, j'imagine que c'est, par exemple, un peintre qui, en live, fait une performance et va être salarié. Et donc, c'est de toute façon la condition. Hein, c'est qu'il soit salarié via le GUSO. Il n'y a pas d'autre alternative, de toute façon. C'est une question. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que de passer par le GUSO. Et une fois de plus, les peintres, malheureusement, ne sont pas éligibles, non pas, ils ne sont pas éligibles au GIP, c'est que leur statut social ne permet pas d'être dans une éligibilité au GUSO. Parce qu'en général, les peintres n'ont pas accès à l'intermittence, notamment. D'accord. Mais donc, pour revenir, parce que je crois que Muriel relayait aussi cette question-là, ça concerne, vous l'avez dit tout à l'heure, ça concerne aussi bien les musiciens que les techniciens, dès lors qu'il y a au moins 2 musiciens, mais que les danseurs, clowns, magiciens, etc. Et sans distinction de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de labellisation, comme certaines subventions, par exemple, sont conditionné par un catalogue d'artistes dans lesquels on peut piocher, sinon ça ne marche pas. Là, c'est liberté totale pour le restaurateur et le cafetier d'embaucher qui le veut. On est bien d'accord? Absolument. C'est l'autre aspect de ce dispositif et de la manière dont en fait, on est vraiment dans un GIP, c'est un organisme de gestion
et qui n'a absolument aucune évaluation, que ce soit esthétique, artistique. On n'est pas du tout dans ce système-là. C'est pas du tout un label, puisque ce qui a présidé à la création de ce dispositif, comme l'a rappelé Fabrice, c'est aussi d'être dans une dynamique vertueuse. Donc aujourd'hui, un bar en bas de chez vous organise une fois un spectacle, il répond aux 3 critères dont j'ai parlé tout à l'heure, a priori, il peut avoir un financement. Et puis, ne plus jamais revenir faire de demandes parce qu'il l'aura fait qu'une fois. Voilà. Donc, il y a vraiment, c'est pas un label, c'est très ouvert. C'est plutôt un système universel que voilà. Le seul critère qui nous importe, c'est la déclaration de l'artiste, le paiement des cotisations sociales, et la déclaration de l'artiste et des techniciens, le paiement des cotisations sociales. Voilà. D'accord. Alors, lié à ça, donc c'est vraiment une aide à l'emploi proprement parler. Hein. Donc, question liée à l'emploi. Bonjour, quid des chargés de production ou d'administration? Est-ce qu'une rémunération est possible ou bien c'est une facturation à part de la boîte de prod qui serait ou non prise en charge pour l'interrogation? Non, pas les chargés de prod. Alors, pour dire les choses telles qu'elles sont et toute la vérité, travailler en totale transparence, je crois comprendre que quelquefois, il arrive à certains chargés de prod de se déclarer en tant que technicien et donc par là même passer par le GUSO et de pouvoir bénéficier effectivement de manière indirecte à ce financement. Mais si vous voulez, nous, il faut que vous compreniez que nous, on voit ce que l'établissement nous déclare et on voit ce qui a été déclaré aussi au GUSO. On est en interopérabilité. Donc, si à un moment donné, un chargé de prod s'est déclaré chez nous en technicien, mais qui s'est déclaré auprès du GUSO en chargé de prod, eh bien, on va nous pas le prendre en charge puisque, voilà. Donc, nous, non, a priori, pas les chargés de prod. Mais on sait qu'il y a des petits contournements à cette question-là. Voilà. Très bien. Je crois que les intéressés auront compris. Une question sur un établissement de 4e catégorie avec une jauge à 262. Ça, c'est la jauge en temps normal. En période de contraintes sanitaires, cette jauge passe sous les 200. Donc, comment est-ce que vous adaptez votre dispositif aux mesures en vigueur en ce moment? Non, on n'adapte pas. Un ERP en 4e catégorie ne sera jamais recevable, quel que soit l'environnement et malheureusement, cette crise sanitaire, il n'y aura pas d'adaptation puisque c'est conventionnel chez nous. Voilà. Donc, on reste sur nos critères habituels, même en cette période. La chose que nous avons adaptée pendant cette période de crise sanitaire, au-delà de ce que vous a dit Fabrice sur la région Occitanie, on a réajusté le montant du barème où pendant toute la période de la crise sanitaire, donc depuis le mois de mars 2020 jusqu'au 30 juin 2021, on a rehaussé les pourcentages de prise en charge. C'est-à-dire que d'ordinaire, on est sur des prises en charge à 1 ou 2 musiciens à 26%. Je vous fais d'ordinaire. Et là, aujourd'hui, on est à 39%. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place pendant cette crise. Mais sur les autres critères, il n'y aura pas de dérogation. D'accord. Alors, une question sur un organisateur, un entrepreneur de spectacle, pardon. Est-ce qu'il a la possibilité de co-organiser un événement avec un cafetier ou plusieurs cafetiers qui donc feraient les déclarations en leur nom propre de cafetier ou de restaurateur, et cet entrepreneur abonderait ensuite pour le reste à charge afin d'équilibrer les comptes de l'opération? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est très clair. C'est la relation contractuelle qu'ils ont entre le bistrot et le cafetier et eux. Ça,
Nous, on n'a pas à rentrer là-dedans. La chose qui va systématiquement être prépondérante, c'est que l'employeur soit le café-bar-restaurant. C'est vrai que moi, j'entends et j'ai pas mal de discussions, d'appels téléphoniques où effectivement, il y a une espèce de contrat de co-réalisation entre un producteur et un établissement, enfin, on va le dire comme ça pour être assez rapide, où dans leur partie contractuelle, l'employeur, c'est le café et tout le reste est pris à charge par l'autre co-contractant. Moi, je le vois pas, en fait, ça. D'accord, d'accord. Donc, dans la même lignée, parce qu'un autre exemple, un autre exemple que l'on me cite là, c'est un réseau de cafetiers s'organise. Je sais pas, le café 1 fait un concert tel jeudi, la semaine suivante le café 2, la semaine d'après le restaurateur 3, etc. Et finalement, quelqu'un coordonne ça, soit l'un des cafetiers, soit ça. Ça vous est égal. L'important, c'est que le cafetier, le jour J, soit l'employeur des artistes, pointe à la ligne. Exactement. D'accord. Très bien. Alors là, oui, on me repose une question sur leur chargé de prod en spécifiant qu'il fait partie des annexes 8 et 10, mais enfin, vous avez répondu en disant que c'est conventionnel et que ça ne concerne que les musiciens et à partir de 2 musiciens, un technicien. Enfin, je réponds à votre place, excusez-moi, mais la réponse me semblait claire. Après, je lis des questions sur les catégories de spectacles vivants. Est-ce que une lecture de la part d'une comédienne est-elle dans les clous? Est-ce que des captations dans les conditions rentrent? Alors, tout ça, c'est sur de la définition du spectacle vivant. Et le spectacle vivant, alors, si on peut le définir, hein, bien sûr, c'est à partir du moment où un public est convié et qu'il y a une interprétation d'une œuvre de l'esprit par un artiste, il me semble. Donc, voilà, je sais. Après, ça laisse à interprétation cette définition. Dans le cadre d'une captation, je ne pense pas que nous soyons dans le spectacle vivant. Non. Voilà. Nous, en tous les cas, à notre niveau, le dispositif n'est pas fait pour ça. Évidemment, oui, pour la lecture du comédien ou de la comédienne, évidemment, mais tout ce qui est captation ne rentrera pas, ne sera pas pris en compte chez nous. Là, en ce moment, avec la crise, on est très sollicité sur des live streams. Malheureusement, on ne peut pas répondre à ça, à ces sollicitations. Enfin, je rappelle que le dispositif GIP Café Culture a été monté avec le syndicat des restaurateurs et des cafetiers. Donc, c'est vraiment aussi, c'est une façon de, enfin, en gros, si on parle simplement, de sortir de l'économie du black qui concerne beaucoup de lieux qui font de l'animation. Et c'est pour que ça se transforme en emploi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, enfin, me semble-t-il. C'est en tout cas la compréhension que j'en ai. C'est peut-être absolument ça. D'accord. Alors, une question aussi qui revient, c'est que, bon, bien sûr, nous organisons avec Demain dès l'aube cette table ronde, sachant qu'aujourd'hui, aucun des établissements ne peut recevoir personne. Donc, le remboursement, enfin, vous dites que le remboursement éventuel, la prise en charge peut se faire jusqu'à la fin juin, mais au jour d'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de remboursement possible puisqu'il n'y a pas de débours, puisqu'il n'y a pas de concert. Donc, c'est juste une remarque, mais je dis aux gens, pour avoir utilisé aussi enfin, être passé par le dispositif avec 2 groupes de musique, c'est que l'adaptation à la situation sanitaire, ça a été justement d'augmenter la part de remboursement de la masse salariale c'était au 31 décembre en 2020. Et puis que
tant qu'il reste de l'argent dans le fonds, de toute façon, le remboursement continue. Et quand il n'y a plus d'argent dans le fonds, ça s'arrête. Donc, ça prend en compte naturellement le moment où on a le droit d'ouvrir son restaurant ou son café. Il y a une question également sur, ça émane d'artistes. Que se passe-t-il si le café ou le restaurant, finalement, ne règle pas le GUSO, qui est le déclencheur du remboursement, etc. Je crois qu'on a du vécu derrière cette question. Mais l'employeur n'est pas payé, en fait. Il n'a pas de financement. Si le GUSO n'est pas payé, il n'y a pas de financement, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et concernant ses droits, parce que je crois que dans sa question, il y a ses droits, parce que lui, apparemment, reçoit le net, mais après, la machine s'arrête. Donc, qu'advient-il de ses droits? Ça, j'imagine que la question a posée à Pôle emploi plus qu'au GIP Café Culture. La question, c'est que ça paraît curieux, mais bon, pardon, qu'il puisse percevoir un salaire que l'employeur lui ait fait un salaire, l'ait déclaré au GUSO et que le GUSO n'ait pas payé ses cotisations sociales. C'est assez, je ne sais pas, ça me paraît curieux, mais… Non, pardonnez-moi, j'ai été flou dans ma façon de retranscrire la question. C'est l'employeur qui finalement s'arrête au moment de la déclaration au GUSO pour une raison inconnue. Le GUSO n'a pas reçu de la part de l'employeur le montant des charges et donc il se demande ce qu'il advient, son cachet va-t-il compter en clair ou pas? Ah là, effectivement, ah oui, pardon, alors je n'avais pas compris. Alors là, c'est un autre problème. Alors donc, bon, évidemment, nous, on n'intervient pas. On ne peut pas intervenir, évidemment, si les cotisations ne sont pas à jour. Par contre, c'est là un retour du salarié vers l'employeur ou un retour du salarié vers son Pôle emploi, parce que si effectivement son cachet ne peut pas être pris en compte parce que les cotisations n'ont pas été payées, ça rentre dans un autre circuit qui nous échappe, nous, évidemment, en tant que GIP, mais effectivement, dans ces cas-là, ce salarié doit avoir avec son Pôle emploi de référence pour que ça remonte vers le GUSO et donc vers l'employeur in fine. C'est un autre trajet. Hein. En tous les cas, à notre niveau, il sera pas financé. L'employeur ne sera pas financé. D'accord. Je vois. S'il y a une autre question, si une résidence est organisée, une résidence d'artistes privée dans un bar, et que donc le bar souhaite rémunérer les artistes pour cette résidence, peut-on demander une aide au GIP? Non, alors, là, ça mérite précision. Si dans la notion de résidence, on entend répétition, non. Si dans la notion de résidence, c'est imaginons que ce soit des concerts ou des spectacles qui soient donnés sur un temps donné tous les jours, pourquoi pas, mais si c'est de la répétition, non. Ça, c'est sûr que non. Nous, on ne finance que ce qui est en spectacle, hein. Donc en situation de représentation. Hein. Voilà. Pour compléter ce que dit Samia, de toute façon, le GUSO ne prendra en charge de déclaration que s'il y a représentation finale. Donc, vu que le GIP est lié au paiement des cotisations via le GUSO, la première démarche à faire, c'est de voir si votre projet correspond aux conditions imposées par le GUSO. Voilà. Alors, ça n'a pas été compris là. Oui. Attends, parce que il y a pas mal de questions là qui défilent concernant. Enfin, c'est une précision que quelqu'un donne pour faciliter les démarches des artistes auprès de Pôle emploi. Il faut déclarer au GUSO en cachet et non en nombre d'heures. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui a utilisé le système et qui s'est confronté à ça. Donc, c'est plutôt un tuyau qu'une question. J'ai de la buée sur mes lunettes et j'ai un peu de mal à lire les questions. Léa, oui, je vais reprendre le relais.
Alors, il y a une question, mais je pense que je vais pouvoir donner la réponse. C'est en tant que bar, restaurant, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une licence d'entrepreneur du spectacle pour prétendre au dispositif? Donc, tout à l'heure, Samia a répondu en disant que vous pouvez… Pardon, allez-y, Samia. Non, mais vous aviez fait vraiment la présentation sur les obligations. Nous, la licence est demandée à partir du 7e du 7e spectacle organisé dans l'établissement. Donc, on est complètement on respecte ce règlement. Donc, toute demande par un établissement à partir du 7e, on demandera sa licence. S'il n'a pas sa licence, on l'accompagne, ça nous arrive assez souvent, à obtenir, à faire la démarche pour obtenir cette licence, et on suspend son financement. Jusqu'à obtention de la licence, et on peut prendre du coup rétroactivement des demandes qui auront été faites pendant cet intermédiaire. Très bien, merci. Très bien. Là, je crois qu'on a fait le tour. On reste vraiment dans le strict cadre des questions liées au GIP Café Culture, parce que ça commence à déborder un peu sur les questions. Il y en a une. Est-ce que toutes les périodes sont prises en compte? Avec un exemple, vous y avez répondu partiellement tout à l'heure en parlant, c'est Fabrice, je crois, qui en parlait, des restaurants et cafés du littoral pendant la période estivale, où c'était exclu du champ, mais pas en ce moment du fait de la situation. Mais est-ce que, par exemple, sur un territoire comme le nôtre, est-ce que l'été, il n'y a pas de problème pour demander l'aide? Je sais que non, puisque Muriel en a bénéficié l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a des dates, la fête de la musique, par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir recours au GIP le jour de la fête de la musique ou pas? Alors, moi, je vais répondre, Fabrice, après tu pourras préciser si tu veux, peut-être. Pour être très précis, les financements ne sont pas accessibles pour les bars en façade maritime en juillet-août à la demande, dans le cadre de la demande de la région Occitanie. D'accord? Ce qui veut dire que quand on est sur une façade maritime, notamment, et qu'on a des financements sur un territoire comme l'agglomération du Grand Narbonne, peut financer ces établissements en façade maritime. Ces établissements seront financés sur le budget du Grand Narbonne, mais pas de la région Occitanie. D'accord? Faut que ce soit. Donc, mais je ne pense pas que ce soit vraiment votre cas, vous n'êtes pas du tout sur des façades maritimes, mais en fait, c'est à l'appréciation et à la décision de la collectivité territoriale. Donc, toutes les périodes, il n'y a aucune raison de ne pas financer toutes les périodes, sauf s'il y a des conditions spécifiques de la collectivité territoriale. Le 21 juin n'est pas tout à fait, on peut tout à fait financer le 21 juin, ça nous arrive régulièrement. Rien n'est exclu, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, juillet, août, en tout cas sur l'année 2019, puisque finalement c'est la seule année où il y aura où cette disposition se sera appliquée. Les bars de la façade littorale étaient exclus, mais de l'enveloppe région Occitanie. C'est-à-dire qu'ils pouvaient tout à fait être aidés sur des crédits mis dans le GIP par l'État ou par un département ou une agglomération d'Occitanie avec des communes avec une façade maritime. Ça, c'est chaque collectivité définit ses propres règles du jeu pour l'enveloppe qu'elle amène. D'accord. Oui, merci Fabrice. En tant que cafetier ou restaurateur, comment est-ce que je suis informé du plafond d'aide auquel je peux avoir droit? C'est nous qui informons l'établissement au moment où on valide. Alors, on a un principe, on essaie autant que faire se peut d'avoir des relations humaines avec les cafés, bars, restaurants, ce qui fait qu'on ne fonctionne pas que à travers du dématérialisé. Donc, on peut appeler, on appelle en général régulièrement les établissements quand ils sont validés pour leur expliquer comment ça marche.
En tout cas, voilà. Donc, il y a une relation régulière et notamment dans l'explication du comment ça marche. Si on est sur un territoire qui a une répartition spécifique ou un plafonnement, c'est à ce moment-là qu'on l'annonce à l'établissement. On dit aussi aux établissements, quand on voit qu'il y a des consommations, enfin, s'il y a une régularité, on relance les établissements en leur disant attention, vous allez arriver vous avez atteint votre plafond. Donc voilà, il y a une relation. En fait, pour tout nous sommes deux, nos GIP, et Léa, qui s'occupe en général de toute cette partie-là, suit de manière extrêmement quotidienne tous les établissements sur toute la France et essaie d'avoir au maximum des relations directes avec les établissements. D'accord. Il y avait une question sur les artistes amateurs, mais vous y aviez répondu. C'est-à-dire qu'un amateur, s'il joue gratuitement, voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Mais s'il se produit contre rémunération, c'est exactement comme si c'était un professionnel. Il doit être salarié et donc peut donner droit à un remboursement d'une partie de la masse salariale via le GIP. C'est bien ça? Alors, qu'on soit bien clair, hein, un amateur, dans le cadre de ce qui nous occupe avec le type d'activité de structure pour lesquelles le dispositif est ouvert, c'est ce que rappelait Léa tout à l'heure, ce sont des structures à but lucratif, donc la notion d'amateur, elle n'existe pas dans ce cadre-là. Hein. La loi ne le permet pas. Donc, a priori, toute personne… c'est très ténu, hein, tout ça. Hein. Tout artiste qui se produit dans un bar, café, restaurant, il n'y a pas de question d'amateur. Il est considéré comme un salarié et il faut être assez vigilant à ça parce que sinon, c'est de la requalification en cas de contrôle. Donc là, il faut être très attentif, quoi. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de question d'agrément de spectacle ou que tout peut potentiellement rentrer dans le cadre d'une demande auprès du GIP Café Culture, puisque de toute façon, que ce soit amateur ou professionnel, dans la mesure où les cafés, les restaurants sont des activités lucratives, ils sont censés rémunérer les artistes qui se produisent dans leurs murs. Donc, potentiellement, la question de l'éligibilité d'un tel ou d'un tel à une aide du GIP ne se pose pas. Dès lors qu'il y a rémunération par le GUSO, tout peut rentrer sur le champ du spectacle vivant. Oui, c'est ce que je précisais tout à l'heure sur le cas des pratiques amateurs, hein, c'est que de toute façon, il existe une présomption de salariat et qu'en plus, le cadre lucratif oblige à rémunérer les artistes au minimum conventionnel, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amateurs. Donc, voilà, dans tous les cas, il faudra rémunérer les artistes en présence. Très bien. Il y a plusieurs témoignages et questions liées au côté sympathique des personnes du GIP, dont on en a la preuve cet après-midi. Mais plusieurs personnes disent effectivement, c'est très simple, on appelle, ils nous répondent, tout se passe, enfin, c'est très simple et Muriel confirme aussi. Donc, n'ayez pas peur de les contacter en direct. Et justement, le plus simple, c'est peut-être d'aller sur le site internet, donc www.gip-café au pluriel, culture au pluriel.fr. Et ça répondra à beaucoup de questions d'entre vous qui demandaient le téléphone, l'adresse mail, et puis une simulation, par exemple. Peut-on faire une simulation avant de s'engager, etc. Ça, directement sur le site, vous avez une simulation qui vous donne le nombre de musiciens et l'aide à laquelle vous pouvez prétendre. À titre d'exemple, un groupe de 5 musiciens, si vous les rémunérez 100 € net via le GUSO, ça vous coûtera en gros 900 € en tout en tant qu'employeur, et vous pouvez prétendre à un remboursement donc de, je crois, 65%, ça doit faire 530 € à la louche, donc ça vous coûte 370 € en réel. Vous me confirmez, Samia? Alors, donc, du coup, effectivement, pour être encore plus précise, sur le site, il y a des liens. Il y a un lien qui s'appelle présentation
Et là, vous avez dans la présentation ce que je vous ai rapidement montré en écran partagé, et vous avez le barème. Donc, ça va vous permettre effectivement de pouvoir avoir exactement la conversion en euros de ce à quoi vous pourrez prétendre. Et une petite précision, sur le slide de la présentation que vous avez faite, Léa, il n'y avait pas notre site. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sites de référencés. Je trouve que ce serait pas mal de le mettre si vous pouvez. Oui, bien sûr, je le rajouterai, bien sûr. Comme vous présentiez un document. Voilà. Et si il y a Je voulais juste repréciser sur le fait que le Guzo propose également un simulateur. Comme ça, vous pouvez aussi, avant de calculer l'aide, déjà calculer le montant de la rémunération des artistes sur le site du Guzo. Je rajouterai bien entendu le lien du GIP sur la présentation. On pourra, sur votre demande, aux participants là, repartager certaines informations en fonction. Voilà, n'hésitez pas à continuer à laisser des commentaires. On peut continuer à les lire. Et peut-être, de toute façon, nous, Demain dès l'aube ou Philippe, on est à votre disposition pour poursuivre les débats. Et je tiens à préciser qu'on espère proposer une rencontre en physique prochainement, quand même. Et dans le même ordre d'idées, Léa, je pense qu'il y a eu plusieurs questions sur la SACEM entre les demandes de forfait, est-ce que c'est plus intéressant en réel, etc. Donc, je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre table ronde parce que les interlocuteurs sont différents pour le coup. Mais je pense que c'est un sujet aussi qui mérite d'avoir de l'info vraiment claire et précise sur l'intérêt d'un forfait annuel, par exemple. Je crois que c'est ce qui revenait à plusieurs reprises dans les questionnements. Et justement, sur la SACEM, j'ai une question pour Samia. Est-ce que le GIP a signé une convention avec la SACEM pour… Non? Non. Alors, non, on n'a pas de convention spécifique avec la SACEM sur cette question-là. Par contre, on est en train de réfléchir. Bon, ça a été un peu suspendu du fait de la crise sanitaire. La SACEM est un de nos partenaires financiers, mais à titre du fonctionnement, pas du tout du fonds d'aide. Et l'idée, c'est effectivement de voir avec la SACEM comment on peut évoluer de ce partenariat qui est essentiellement axé sur le fonctionnement du GIP, de voir comment on peut aller plus loin et avoir un travail commun avec la SACEM, notamment sur toutes ces questions d'information, parce que la question de la SACEM arrive systématiquement dans tous les débats, toutes les tables rondes qu'on peut faire sur la présentation du GIP. Donc, commencer à voir avec la SACEM pour qu'elle participe à ce genre de rencontre. Donc, je suis ravie que vous envisagiez ça en présentiel dès qu'on peut. Et après, effectivement, aller plus loin pour voir comment est-ce que il pourrait à l'avenir avoir un fléchage des établissements qui passent par le GIP et qui pourraient éventuellement bénéficier ou de certains accords qu'on pourrait avoir avec la SACEM. Mais on en est au début de cette histoire-là. Très bien. Ben, écoutez, si là, je vois qu'on a à peu près épuisé les questions, enfin, qui sont en tout cas vraiment d'actualité par rapport à cette table ronde-ci. Il nous reste à vous remercier à la fois donc Samia à Paris, Fabrice à Montpellier, Muriel avec nous, puis tous ceux qui étaient en ligne, qui ont posé leurs questions. On espère avoir été le plus complet possible. Léa pour Demain dès l'aube et puis moi, vous avez nos coordonnées, hein, les gens qui sont derrière leur ordinateur. Vous avez la moindre question pratique sur le sujet, on se propose en tout cas d'y répondre, de recueillir les éléments pour y répondre. Encore une fois, aussi bien Muriel en tant que restauratrice que moi en tant que responsable d'un groupe de musique.
on a utilisé ce système et c'est, enfin, quand je dis utiliser, hein, on a eu, il y a eu, rien de malicieux là-dedans, on a bénéficié de ce système, voilà, pour pouvoir travailler et c'est simple, c'est nickel et on s'est dit mais c'est dingue, c'est quelque chose. Pourquoi on n'en parle pas plus sur notre territoire? On vit là et on a, en fait, il n'y a qu'à la Beradou où on a pu rencontrer le cas de figure en réel, et c'était toujours ailleurs, loin, dans d'autres lieux, et on se dit qu'il y a quand même un moyen de développer le spectacle vivant légalement, proprement, et dans l'intérêt de tous, parce que ça permet aussi, enfin j'insiste là-dessus, quand tout est fait dans les clous, comme ce que propose le système du GIP Café Culture, le café, le restaurateur n'est plus bridé dans sa communication, il peut vraiment faire sa com, et du coup, faire venir dans son lieu des gens qui habituellement ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas l'info, vont venir habituellement, voilà, ça cible habituel, le public qui suit le groupe, mais il ne va pas pouvoir communiquer, il n'aura pas les coups des franges pour le faire. Donc c'est super important dans l'idée de développer son commerce, quoi. Et la raison aussi pour laquelle on n'a pas voulu reporter plutôt la date de cette rencontre, on devait se retrouver tous autour d'un verre, donc on prendra chacun chez soi. Mais bon, il y a quand même une disponibilité plus grande en ce moment des cafetiers et des restaurateurs, et je pense que dès lors que les vannes vont être ouvertes et que les lieux pourront réouvrir, ça va être la foire d'empoigne, tout le monde va être en train de courir de partout et on n'aura plus le temps de préparer sereinement cette réouverture. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire dans des conditions techniques. D'ailleurs, on remercie Capta de nous avoir permis de réaliser enfin, moi, je sais pas, moi, c'est tout nouveau, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, alors, il y a Capta qui nous a permis de le faire. Il y a également le studio ici à la filature du Mazel. Le nom du studio. Raw Power Records. Voilà, Raw Power Records. Tout le monde a un peu amené sa pierre pour pouvoir le faire, et comme disait Léa, on espère vous voir en vrai tous bientôt pour poursuivre en cette voie. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. Excusez-moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Je trouve, enfin pour ma part, ça a été un peu dommage que ce soit les artistes qui m'aient prévenu de l'existence du Buzo et du GIP si je ne les avais pas fait venir, s'ils ne m'avaient pas démarché. Je pense qu'il y a peut-être un travail d'information auprès des restaurateurs et des cafés, etc. Pour, je ne sais pas comment ça se passe, si envoyer des mails, etc. Parce que moi, je n'avais jamais reçu d'email, et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, c'est compliqué de développer si déjà les restaurateurs et les cafés ne sont pas au courant de ce qu'il existe comme aide. Donc, ça serait bien déjà de faire de l'information au niveau de cette aide qui est hyper importante pour développer tout ça et donner de l'emploi à tous les musiciens qui sont là. Et bien, si on peut s'aider mutuellement, je pense que c'est bien, mais il faut être informé en fait. Alors, si je peux juste, c'est précisément pour ça que Demain dès l'aube s'est proposé d'organiser cette table ronde, parce que au GIP, enfin à Paris ou à Montpellier, ils n'ont pas forcément les coordonnées de l'ensemble des restaurateurs. Ils auront l'information disponible sur leur site, mais ils ne pourront pas rentrer en contact direct. Ce que l'on peut faire localement, parce que on est ici, donc on connaît les restaurants, les cafetiers, les campings. Alors il y a ceux qui rentrent dans le champ, ceux qui ne rentrent pas dans le champ, mais en tout cas, on se connaît. Et donc c'est la raison d'être précisément de cette table ronde. D'accord. Donc, merci Demain dès l'aube, merci Léa. Merci à tout le monde, merci à Fabrice Richard pour sa disponibilité, à Samia Ditli également, qu'on espère pouvoir faire venir de Paris un jour. Merci à Capta pour la technique et à Camille pour son soutien opérationnel. À Olivier que je vois au loin pour son accueil en studio. On espère reproposer ce rendez-vous assez rapidement et puis peut-être aussi le diffuser dans d'autres territoires et d'autres communes du Gard, je pense, notamment. Donc voilà, restez alerte. On reproposera d'autres événements de ce type prochainement. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir. Belle initiative, au revoir. Non.